Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de mon bilan des nouveautés séries de la saison 2019-2020. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets là-haut dans le petit i là. Comme pour la première partie, bien évidemment, en barre d'infos, vous retrouverez un sommaire avec toutes les séries dont je vais parler, ainsi que leur timecode, et normalement les bandes annonces si j'y ai pensé. Sur ce, je vous propose de commencer. Maintenant, parlons de Lock and Key. Ça raconte les aventures d'une mère et de ses 3 enfants qui s'installent dans leur vieille maison familiale après le meurtre du père de famille. Les enfants découvrent que la maison possède des clés magiques qui ont des pouvoirs extraordinaires, mais ils ont aussi affaire à un démon qui est prêt à tout pour s'emparer de ces clés. Cette série, c'est l'adaptation d'un comic qui apparemment de base est plutôt dark, mais du coup je l'ai pas lu, donc je saurais pas vous dire, mais c'est ce que j'ai entendu. Et ici on a du coup affaire à une version qui est un peu plus dans l'univers du mystère et du fantastique que de l'horreur. C'est une série qui est assez sympa, on a un univers qui est plutôt cool et assez riche, et cette histoire de clés avec différents pouvoirs est quand même assez originale, mais je vous avoue qu'il y a quand même des trucs qui m'ont sorti de l'histoire, mais c'est toujours la même chose, hein. De manière générale, je trouve que les personnages sont pas trop cons pour des ados, ce qui est rare, encore une fois, faut le souligner, hein. Mais par contre, ils font des trucs complètement débiles à des moments cruciaux, et c'est frustrant, mais si fort, c'est très frustrant, vraiment, les personnages mal écrits comme ça, c'est... Ils perdent les clés avec une facilité déconcertante, ils laissent les clés sur les portes sans surveillance, bien évidemment, ils racontent leurs secrets à tout le monde, parce que bien sûr, c'est logique. À un moment, ils ont une occasion en or pour se débarrasser du méchant. Et pourquoi ils décident de ne pas le faire, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne le font pas. Voilà, enfin, il y a des facilités scénaristiques qui sont assez énormes comme mon cul pour faire avancer l'histoire. Et je vous cache pas que ça commence à me lasser, en fait, ce genre de truc. Je trouve ça scandaleux qu'en 2020, même 2021 maintenant, qu'on subisse encore ce genre d'écriture, parce que c'est clairement de la flemme. Il y a sûrement des possibilités de faire avancer le scénario de manière cohérente, mais pourquoi faire des trucs cohérents quand on peut finalement rendre les personnages un peu débiles pendant 5 minutes, histoire qu'ils fassent un truc vraiment con au moment crucial pour faire avancer le scénario. Bref, c'est trop facile d'écrire comme ça, voilà, ça me lasse, je vous le dis, ça me lasse. Et je sais pas pourquoi je m'en prends à cette série en particulier, parce que c'est pas la seule à le faire, mais c'était peut-être au moment où je l'ai vu, la goutte d'eau, où je me suis dit, ok, l'histoire est sympa, mais par contre, arrêtez d'écrire comme des merdes. Donc voilà, les scénaristes, s'il vous plaît, sortez-vous les doigts du huc, on mérite tous mieux que ça, vous méritez mieux, le spectateur mérite mieux, c'est pas Riverdale ici, hein, donc calmez-vous. Bref, à part ça reste une série qui est sympa et divertissante, hein, vraiment, voilà, mais on a quand même, je trouve, une très bonne idée de base qui est peut-être pas assez exploitée. Et du coup, elle a été renouvelée. Maintenant, on va parler de Marianne. Cette série raconte l'histoire de Emma, une autrice de romans d'horreur qui retourne dans son village d'enfance suite à un drame et qui découvre que le monstre dont elle parle dans ses romans est en fait bien réel. Une série d'horreur française, l'aviez-vous vu venir? Pas moi. C'est incroyable, c'est assez rare. Et c'est quand même assez surprenant de voir la France faire autre chose que de la comédie potache ou du drame policier. On a que ces deux options d'habitude en France, la comédie de beauf, le drame policier, c'est tout. Donc voilà, de l'horreur, c'est oui. Et pour une série française, eh ben j'ai bien envie de dire que c'est pas si mal, putain. C'est pas si mal. Je dirais même que c'est assez propre. La photographie est vraiment sympa. On a de très belles images. Ce qui me faisait peur, surtout au début, avant de me lancer dans la série, c'était le jeu des acteurs, parce qu'en France on adore juger le jeu des acteurs français. Moi la première, hein, je dis ça, mais en vrai, je le fais aussi. Bref, après avoir vu la bande-annonce, j'avais l'impression que ça jouait très mal. Et en fait ça va. Peut-être qu'ils ont pris tous les pires moments dans la bande-annonce, je sais pas. On n'a pas trop de surjeu vraiment théâtral, comme on sait si bien le faire, sauf avec la dame qui joue Marianne. Alors du coup, je sais pas si c'était volontaire de surjouer ou si c'était juste mal joué, mais sa diction en fait à la dame, je l'ai trouvée hyper fausse et ça m'a vraiment sorti du truc, quoi. Alors que je pense que c'est une actrice extraordinaire, et d'ailleurs c'est dommage que j'ai eu ce problème parce que, à part ça, le personnage est ultra convaincant. Les expressions faciales de cette femme sont terrifiantes. Je sais pas si c'est un compliment ou pas pour elle, mais son personnage fait peur. Mais quand elle parle, en fait, j'étais là en mode, ok, tu peux la jouer encore plus robotique parce que là, vraiment, ça sonnait pas assez faux encore. Et c'est dommage parce que putain, elle fait flipper. Bref, de toute façon, je suis qui pour juger le jeu d'acteur des gens? Je sais même pas jouer la comédie. Qui suis-je? Vraiment le melon, quoi. Bref, sinon, les scènes d'horreur sont vraiment oppressantes. À un moment, on nous a fait le coup des yeux qui brillent dans le noir, et bien évidemment, c'est oui, ça fonctionnait
tellement bien. Voilà, il y a beaucoup de sang aussi, mais j'aime bien, moi. Enfin, beaucoup. Ouais, s'il y en a quand même, c'est pas mal. Certes, ils ont rien inventé, ils ont pas renouvelé le genre de l'horreur, hein, mais ça fonctionne. J'ai juste pas accroché aux moments un peu comiques qui sont dissimulés par-ci par-là de temps en temps, parce que bah, je trouve que ça fonctionne pas. En fait, moi, devant une série d'horreur, j'ai envie d'avoir peur. J'ai pas envie qu'on me fasse des blagues pour relâcher la pression, même si, bien évidemment, dans la vie réelle, si j'étais à la place de ces personnages, je serais la meuf qui ferait des blagues pour faire redescendre la pression, mais c'est pas le sujet, c'est pas ce que j'ai envie de regarder, même si c'est ce que je ferais dans la vraie vie. Bref. Contrairement à la plupart des gens, moi j'ai bien aimé le personnage d'Emma. J'aime bien son attitude un peu désinvolte. Encore une fois, est-ce que c'est parce que je me reconnais en elle? Peut-être. Même si oui, ok, j'avoue, elle devient vite insupportable. Au moins, je trouve que ça change parce qu'en fait, on a une héroïne qui est différente des clichés du genre. Donc franchement, c'est plutôt cool sur ce point de vue-là. Par contre, il s'agirait quand même que la demoiselle traite son problème d'alcoolisme parce que bon, ça se voit très fort et je pense qu'elle est très fort dans le déni aussi. Bref, du coup la série a été annulée et j'ai envie de dire tant mieux parce que je trouve que la saison se suffisait largement à elle-même et le pseudo cliffhanger là qui nous ont calé à la fin, il était vraiment pas nécessaire du tout et on aurait pu largement s'en passer, la fin aurait été parfaite sans ça. Passons maintenant à Medical Police. On y suit les aventures de deux médecins américains qui se trouvent dans un hôpital pédiatrique au Brésil et ces deux médecins vont être recrutés par le gouvernement pour enquêter sur un complot qui est lié à un virus dangereux et ils sont là pour essayer aussi de trouver un remède. Alors, c'est une comédie et c'est aussi un spin-off de la série Children's Hospital que je n'ai jamais vu, bien entendu. Donc pourquoi j'ai décidé de regarder ce spin-off, je ne sais pas. Mais après, honnêtement, ça m'a pas vraiment posé problème, à vrai dire, de pas avoir vu la série mère. Je pense que j'avais juste pas certaines refs. Mais sinon, ça se regarde sans avoir vu la série d'origine. Dans cette comédie, on est sur de l'humour absurde, que j'aime bien d'habitude, mais il y a aussi pas mal d'humour lourd, d'humour beauf finalement, ce qui fonctionne un peu moins bien avec moi, étonnamment. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement dommage en fait de rajouter des blagues de prout, parce que c'est clairement ça, hein. Parce que du coup, ça fait baisser le niveau de la série, mais drastiquement, et il n'y avait pas besoin. L'histoire est complètement barrée et tirée par les cheveux à certains moments, mais je trouve qu'une fois qu'on est dans l'ambiance, ça fonctionne quand même, et ça en fait une parodie de série policière assez sympa. Voilà, clairement pas la série de l'année, je la reverrai pas une deuxième fois, et donc elle est terminée. Maintenant, on va parler de Most Dangerous Game. On y suit les aventures de Dodge, un homme qui est en phase terminale d'une maladie et qui a des soucis financiers en plus de ça. Sa femme est enceinte et Dodge, il aimerait bien que du coup, sa femme ait une vie confortable après sa mort pour s'occuper de leur enfant seul. Super. Donc, quelqu'un propose à Dodge de participer à un jeu mortel. Il s'agit en fait d'une chasse à l'homme grandeur nature et pour chaque heure où il survit, il reçoit une grosse somme d'argent. Cette série était absolument géniale. Voilà, tout simplement, j'ai adoré. L'histoire est vraiment hyper cool, j'ai beaucoup aimé le principe de cette histoire de chasse à l'homme, c'est formidable. D'une certaine façon, ça rappelle un peu The Purge, mais version illégale, du coup. Le rythme est vraiment nickel, du coup c'est une série Quibi, donc est-ce que c'est peut-être le moment de faire un point Quibi, vu que c'est la première série Quibi? Je pense que oui. Quibi, c'était, RIP, petit ange parti trop tôt, c'était une plateforme de streaming disponible uniquement sur téléphone, sur laquelle du coup on retrouvait des séries, dont les épisodes durent tous à peu près 10 minutes, parce que le principe de la plateforme, en fait, c'était de regarder ces séries un peu quand t'as le temps, genre dans le métro, dans le train, bref. Des abominations, finalement, il y a que les hérétiques qui font ça. D'où l'idée des épisodes qui durent que 10 minutes, parce que c'est plus facile à voir. Le gros problème de cette plateforme, du coup, c'est aussi que elle était disponible que sur téléphone. Donc pour les gens normaux qui veulent regarder leurs séries sur des écrans potables, donc minimum d'ordinateur, c'était pas possible. Et c'est pour ça que la plateforme a floppé, d'ailleurs. Parce qu'après, en soi, il y avait des séries qui étaient pas mauvaises, hein, dont celle-là, mais bon, personne regarde de séries sur son téléphone, faut arrêter. Bref, je ferme la parenthèse Quibi, et on repasse à Most Dangerous Game. Donc du coup, pour le coup, vu qu'on a des épisodes qui durent que 10 minutes, on a un rythme qui est quand même, franchement pas mal, parce qu'il y a de l'action en permanence, il n'y a jamais de temps mort. En plus de ça, on a des rebondissements et des retournements de situation quand même assez incroyables. Donc ouais, on est tenu en haleine en fait par l'histoire en permanence et on a envie de voir Dodge s'en sortir parce qu'en plus il est hyper attachant comme personnage. Enfin voilà, le gars est quand même en fin de vie, il a envie d'offrir une vie correcte pour sa femme et une fois qu'il sera décédé, enfin on a envie qu'il s'en sorte même si on sait qu'au final, en fait il va mourir parce qu'il est malade. Bref, une série vraiment top que je vous conseille si vous
vous arrivez à la retrouver, et ben franchement, Quibi, bien joué sur ce coup-là, bien joué. Et donc, la série est terminée. Maintenant, on va parler de Motherland Fort Salem. Ça se passe dans une autre Amérique, donc dans un espèce d'univers alternatif, où les sorcières ont mis fin à leur persécution il y a plus de 300 ans en concluant un accord avec le gouvernement américain. Et en fait, cet accord, c'est tout simplement que les sorcières vont se battre pour leur pays en formant une armée. Et en contrepartie, elles sont pas brûlées au bûcher, tout simplement. Du coup, on va suivre les aventures de 3 jeunes filles qui démarrent leur entraînement au camp de Fort Salem pour devenir des combattantes alors qu'une menace terroriste se fait de plus en plus proche. Pour une raison que j'ignore, j'ai toujours du mal à pitcher cette série, alors que le concept est pas si compliqué que ça, mais je sais pas, j'arrive jamais à en faire un résumé correct, c'est terrible. Et c'est dommage, parce qu'elle est vraiment bien, mais je sais pas faire un résumé qui donne envie de la regarder. Bref, cette série est vraiment tip top. Déjà, premier point, quel bonheur d'avoir une série avec un casting majoritairement féminin. C'est quand même vachement rare. Et franchement, c'est cool, ça fait plaisir et surtout, c'est cohérent avec l'histoire. C'est pas forcé, bref, c'est top. J'aime beaucoup le fait que ce soit pas du déjà vu. On a un concept de sorcière qui est quand même assez différent de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. On n'a pas de potions, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de balai. Enfin voilà, on n'a pas de petits rituels notés dans un grimoire ou un livre des ombres ou que sais-je. Et la série a vraiment construit son propre univers en fait, donc c'est vachement cool et c'est vachement intéressant. Les personnages sont attachants, ils ont tous des personnalités bien différentes mais qui fonctionnent quand même tous ensemble. L'histoire est très prenante, j'ai beaucoup aimé. L'univers est vraiment original, je trouve qu'elle se démarque en fait dans son genre. J'ai adoré, vraiment, je vous conseille cette série et je suis ravie puisqu'elle a été renouvelée. Quelle joie! Maintenant, on va parler de Nancy Drew. On y suit donc les aventures de Nancy Drew, c'était dans le titre, une jeune femme qui est serveuse dans un petit restaurant de sa ville natale. Et suite à la mort d'une femme qui est survenue juste devant le restaurant, Nancy et ses amis vont enquêter sur ce meurtre aux allures paranormales. C'est une série pour ados qui est vachement efficace. Je vais pas vous mentir, j'avais peur que ça parte en freestyle à la sauce Riverdale, mais pas du tout. Et vraiment, quelle bonne surprise, quelle bonne idée. L'enquête sur le meurtre est plutôt cool, et bien évidemment, cette enquête permet au passage de déterrer des vieux secrets de famille. On adore ça. Il y a du drama, il y a du surnaturel. Le scénario est vraiment bien foutu, on a des rebondissements dans presque chaque épisode. Les personnages sont vraiment attachants, pareil, ils viennent tous d'univers et d'horizons assez différents, mais ils fonctionnent tous hyper bien en groupe. Franchement, on s'ennuie pas devant cette série, c'est divertissant. J'ai beaucoup aimé. Voilà, si vous aimez les séries pour ados de la CW, je vous la conseille parce qu'on a vraiment un truc de qualité et voilà, clairement, en fait, je trouve que Nancy Drew, c'est un peu Riverdale, mais en pas raté. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder du coup, et elle a été renouvelée pour une 2e saison. Maintenant, on va parler de Run. Ça raconte l'histoire de 2 anciens amants qui ont fait un pacte 15 ans plus tôt, un pacte dans lequel ils s'engageaient à tout quitter et à disparaître ensemble si l'un d'eux envoyait un SMS disant « Run ». Un peu de contexte pour celle-là, c'est une série que j'ai regardée à cause de Jérôme, parce que j'en avais absolument pas entendu parler une seule seconde, et c'est lui qui me l'a vendue. Finalement, ce synopsis, il donne envie, donc je me suis dit je vais la regarder, et au final pas merci, parce que mais quelle perte de temps, mon dieu. On est sur un concept qui est génial en théorie, mais qui est très décevant dans la pratique, parce que c'est très mal écrit, rien n'a de sens, on a les personnages qui passent leur temps à se mentir et à faire de mauvais choix, ce qui du coup empire leur situation en permanence, et pourtant ils continuent encore et encore et encore, et ils le savent qu'ils devraient arrêter, mais ils continuent quand même. Tout ça bien évidemment dans le but de servir le scénario, parce que personne ne ferait ça dans la vraie vie, et on en revient à mon point précédent sur l'écriture flemmarde, parce que c'est vraiment ça. J'avais juste envie de frapper ces personnages, parce que ils sont juste agaçants, vraiment. Et puis alors cette fin, mais quel échec cette fin, mon dieu. Oh là là, mais tout ça pour ça. Bref, encore une série HBO que je n'ai pas aimée. Quelle surprise, est-ce que Morgane va aimer une série HBO un jour ? Pas sûr, hein. Et donc, bien évidemment, cette série a été annulée, et tant mieux, en fait. Maintenant, on va parler de Snowpiercer, aka Chouchou dans la neige pour les intimes. Du coup, 7 ans après que le monde soit devenu une vaste étendue glacée, on suit les aventures de survivants qui se trouvent à bord d'un train en mouvement perpétuel. Un train qui est divisé en plusieurs classes, et globalement, on a
les riches et les gens du dernier wagon qui sont entrés clandestinement et qui sont traités comme de la merde. C'est un excellent résumé. Et alors qu'un meurtre a lieu à l'avant du train, donc dans le clan des riches, on fait appel à un homme du fond du train pour résoudre cette enquête. Et il s'agit donc d'une adaptation du film Snowpiercer qui a lui-même été adapté d'une BD. Donc on est sur une adaptation d'adaptation. Alors, Snowpiercer, compliqué, vraiment un cas compliqué. J'ai eu du mal avec cette série. En tant que telle, en fait, ça va. Mais par contre, en tant qu'adaptation du film, ou même de la BD d'ailleurs, je trouve qu'elle chie dans la colle très très fort. Déjà, premièrement, j'ai beaucoup de mal à croire que dans un train de 1001 wagons, le seul enquêteur qu'ils arrivent à trouver vienne du fond du train. Donc, du groupe de passagers clandestins, ce n'est pas logique. Pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un qui a des compétences dans ce domaine à l'avant du train? Ça n'a pas de sens. Mais surtout, le gros problème de cette série, en fait, c'est que dans le film, on s'identifie et on s'attache aux gens du fond du train. Et pourquoi on s'attache à eux? Parce que si on était face à ce scénario dans la vraie vie, on serait les gens au fond du train, vous et moi, sauf si vous faites partie des fameux 1%, y a peu de chances que vous fassiez partie des 1%. Donc, les connards du fond du train, là, qui sont montés clandestinement et qui ont pas de ticket, en fait, c'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Donc, on est censé s'attacher à eux. Ça paraît logique. Et dans la série, bah, c'est tout le contraire, en fait. Les gens du dernier wagon m'évoquent une antipathie assez incroyable. J'ai envie de tous les baffer, et bizarrement, je me retrouve, en fait, du côté des gens qui sont censés être les méchants. Et ce n'est pas normal. Alors, soit du coup ça a été écrit volontairement comme ça, et dans ce cas-là, ok, pourquoi pas, mais ça chie sur l'œuvre originale du coup, et ça dénature totalement le propos. Ou alors, soit deuxième option, c'est mal écrit. Je pense qu'on est plutôt sur la deuxième option, on va pas se mentir. Au final, mon personnage préféré dans cette série, c'est Mélanie. Donc, la meuf qu'on est censé ne pas aimer en fait. Bah, je l'aime bien, du coup. J'ai de la sympathie pour cette femme, et je trouve que les passagers du train sont incroyablement ingrats envers elle, c'est terrible. Vraiment, j'ai envie que Mélanie nique la gueule de tout le monde dans ce putain de train, voilà. Autre chose particulièrement agaçant dans cette série, c'est qu'on découvre quasiment l'intégralité du train dans le premier épisode. Et alors ça, vraiment, c'est un gâchis monumental. C'est triste parce que du coup, on a même une surprise. C'est aussi ça qui est intéressant dans Snowpiercer, c'est de découvrir le train au fur et à mesure. Et là, dans l'épisode, on a déjà vu beaucoup de pièces assez impressionnantes. Et enfin, il y a plus de suspense, quoi. C'est juste pas drôle en fait, tout simplement. C'est pas drôle, il y a plus de surprise. Je me dois aussi de mentionner l'enquêteur qui s'appelle Layton. Voilà, rien que ça, on dirait une blague en fait. On prend un enquêteur et on l'appelle Layton. Vous l'avez ? J'espère que vous l'avez. En fait, je pense que si on veut apprécier cette série, il faut mettre complètement de côté l'œuvre originale et prendre ça uniquement comme un divertissement. Parce que c'est clairement pas ici qu'on va faire de la philosophie sur la lutte des classes. Ce n'est pas là, ce n'est pas le bon endroit. Encore une fois, c'est dommage parce que si la série s'était pas appelée Snowpiercer, bah elle pourrait être bien en fait, hein, si on met de côté l'œuvre originale. Bref, la série a été renouvelée avant même la diffusion de la saison 1. Probablement parce que les 2 saisons ont été tournées d'un coup, hein. Voilà. Et du coup, j'espère qu'ils vont remonter le niveau de la série dans cette suite, parce qu'en fin de saison 1, je trouve qu'ils ont quand même une bonne opportunité de faire quelque chose de mieux, donc j'ai envie d'y croire. Maintenant, on va parler de Survive. Ça raconte l'histoire d'un avion qui s'écrase dans une montagne enneigée, et du coup on va suivre les aventures de 2 survivants, Jane et Paul, qui vont tout faire pour s'en sortir. Encore une série Quibi. C'est d'ailleurs la première série que j'ai vue sur Quibi, et c'est clairement pas la meilleure, hein. Ah là là, c'est pas la pire non plus d'ailleurs, étonnamment. En théorie, l'histoire aurait pu être pas mal, mais dans la pratique, c'est pas terrible. On a 2 personnages qui se détestent au début, mais qui essayent de survivre ensemble, et du coup, ils finissent par s'apprécier, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Mais en fait, en tant que spectateur, on n'a pas forcément envie qu'ils s'en sortent, puisqu'ils sont incroyablement casse-couilles. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il leur arrive toujours des trucs incroyables, mais ils s'en sortent toujours à chaque fois. Quasiment indemnes en plus, hein, sinon c'est pas drôle. C'est très peu crédible, en fait. C'est très peu crédible. Et alors vraiment, pour moi, vraiment, le climax de cette série, de cette saison, c'est le moment où ils sautent sur le sapin. Voilà, ceux qui ont vu la série savent, c'est vraiment une pépite. Le moment du sapin, c'est incroyable. Franchement, cette série ne m'a pas convaincue, on va pas se mentir. Les images sont très jolies, vraiment, la montagne enneigée, les paysages, tout ça, merveilleux. Mais vu que c'est une série Quibi, ça se regarde donc uniquement sur téléphone, et donc on ne peut pas profiter de ces jolis paysages. Et en plus de ça, il y a des raccords absolument dégueulasses. Un coup il neige, ensuite le sol est parfaitement normal, sec,
exemple de flocons. Et dans la scène d'après, il est recouvert de neige, comme ça, d'une scène à l'autre, ça change, c'est formidable. Pareil pour la montagne sur laquelle ils évoluent. D'un plan à l'autre, on passe d'une pente hyper abrupte, genre falaise, à la scène d'après, on est sur une piste bleue, quoi. Enfin, c'est vraiment... ça n'a pas de sens, ce n'est pas très cohérent visuellement, on va pas se mentir. Voilà, bref, la série est pas ouf, vraiment, je ne vous la recommande pas. Et donc, la série est terminée, et tant mieux. Maintenant, on va passer à la meilleure série de 2020, LOL, il s'agit de Tales from the Loop. On y suit la vie de gens qui habitent dans un petit village qui est situé à côté de The Loop. Et The Loop, c'est une machine qui est destinée à explorer les plus grands mystères de l'univers. Putain, j'adore ce synopsis. J'adore ce synopsis parce qu'il vend tellement du rêve, et en fait, non. Chiant, 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 chiant. Voilà ce que je pense de cette série. Une vraie purge, clairement. Une fucking purge. Et je parle pas de celle dans American Nightmare MDR. Vraiment, cette série, c'est le pire truc que j'ai vu cette année. C'est... Oh là là, j'ai même pas envie d'en parler en fait tellement ça m'énerve. Clairement, si en écoutant ou en lisant ce synopsis, vous vous attendez à voir de la science-fiction avec cette machine mystérieuse qui explore les secrets de l'univers, c'est génial comme concept, eh bien, passez votre chemin parce que ce n'est pas du tout le propos de la série. Ici, on s'attarde plutôt sur les émotions et les sentiments de personnages qui sont parfaitement inintéressants. Il ne se passe rien, concrètement il se passe rien, c'est lent, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario non plus d'ailleurs, parce que pourquoi faire? On suit juste un bout de vie des personnages. Voilà, génial. Et on s'en fout, parce que ces personnages, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas intéressants, vraiment c'est juste vide. Je vous jure, cette série, j'ai eu l'impression de regarder du vide pendant 10 heures, et c'est long 10 heures. Si vous aimez des trucs genre The Leftovers, par exemple, j'imagine que ça peut vous plaire, parce que c'est exactement dans la même veine. Mais sinon, je vous en supplie, ne vous faites pas de mal en regardant ce truc. Je me suis sacrifiée pour vous, donc respectez-moi. Si vous voulez un avis un peu plus détaillé sur cette série et sur le mal que j'en pense surtout, je lui ai carrément dédié une vidéo que vous pouvez aller voir en cliquant là. D'ailleurs, vidéo sur laquelle je me suis fait défoncer niveau ratio pouce bleu, pouce gris, probablement parce que les gens sont aigris, que j'ai dit du mal d'une série qu'ils considèrent comme un chef-d'œuvre, parce que oui, des gens considèrent cette série comme un chef-d'œuvre. Est-ce que je comprends ce raisonnement? Pas du tout. Vraiment, ça me... Je suis désolée, les amis, mais enfin... Je préfère 1000 fois re-regarder Into the Night, en fait. Au moins, c'est marrant. Là, c'était juste chiant à crever. Bref, je sais même pas si cette série est censée être terminée ou pas. Pour être tout à fait honnête, je m'en fous. Voilà. J'ai déjà perdu bien assez de temps devant ce truc. Donc, s'il y a une suite, de toute façon, je n'irai pas la regarder. Donc... C'est ainsi que s'achève la deuxième partie de cette vidéo bilan série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces séries si vous les avez vues. Et on se retrouve bientôt pour la dernière partie. Bye!